Le débat de la rédaction du groupe EITV International constitué d'Eden TV et Diaspora FM. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous des sujets d'actualité. Oui, la vaccination contre la COVID-19, la polémique toujours vive sur les réseaux sociaux, les favorables au vaccin et puis les non favorables aussi, le chef de l'État. Et bien sûr, une fois encore, exhorter la population à sortir pour donc se faire vacciner, se protéger contre le coronavirus, sans oublier aussi d'insister sur le respect des gestes barrières. Que dit alors de cette polémique autour du vaccin sur les réseaux sociaux? Que faut-il faire sur cette émission? Nous allons donc en parler. Doit-on accorder de crédit à tout ce que nous voyons circuler sur les réseaux sociaux, comme des posts, comme des écrits, comme des vidéos? Alors, il faut faire attention. Nous allons donc en parler avec mes confrères aujourd'hui. Nous allons parler une fois aussi de corruption, puisque plusieurs dossiers ont été révélés au cours de la semaine, le dossier à l'ORTB, mais également au niveau donc de la douane il a conduit encore d'autres dossiers de malversation après l'affaire Anat récemment révélé la corruption, pourquoi le mal persiste au Bénin malgré donc les dispositions et surtout la ferme volonté politique du régime actuel qui donc en la matière et bien sûr a innové. Nous avons par exemple la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et pourtant le mal persiste. Quelles sont les raisons profondes bien sûr de ce phénomène? Le débat à faire dans un instant, sans oublier aussi cette situation de dégradation de la route inter-État Cotonou-Niamey à hauteur de Agomé, ça c'est dans Akasato, où la route est inondée juste après quelques pluies. C'est un phénomène qu'on a constaté il y a environ quelques mois, disons peut-être un an déjà. Mais face à cela, quelle réaction de la part des autorités en charge des infrastructures au Bénin pendant que le mal persiste, difficile de circuler sur cette route-là en période de pluie? Voilà donc les sujets à décortiquer, le menu du forum de réalisation. Le débat à faire avec mes confrères du forum de la rédaction, Isiaka Kochoni, DP quotidien La Cime de l'info. Isiaka, bonjour. Oui, bonjour, Corneille Haïssé. Bonjour, chers téléspectateurs, ainsi que les auditeurs de Diaspora FM. Avec moi aussi Arnaud Mouriagua, mon confrère du groupe international ITV. Arnaud, bonjour. Bonjour Corneille Haïssé, bonjour téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. On va commencer donc avec ces nouveaux dossiers liés à la corruption au Bénin. Voilà donc le cas à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. On parle de plus de 260 millions de francs. Voilà donc détournés donc aller dans d'autres circuits. Mais également l'affaire au niveau de Il a conduit de nouveaux dossiers encore pour la criette. Oui, Corneille Haïssé, de nouveaux dossiers pour la criette. On n'a pas fini de parler de Anat Gate. Quelques semaines après, nous voici avec cette affaire de corruption au niveau de la douane à Ilakondi. Et à notre plus grande surprise, donc, cette affaire de corruption également à l'ORTB ou de Cotonou à Parakou, où des agents se partagent une certaine somme. Des personnes qui sont liées à ce partage-là sont nombreuses, à hauteur de 260 millions de nos francs. C'est vraiment non négligeable comme montant. Et ce montant-là rentre dans la poche de certains individus, ce qui devrait être destiné à l'office. Et donc, on constate que la corruption a la peau dure, le détournement des deniers publics, ce phénomène à la peau dure. Cela ne devrait pas étonner puisque pendant de nombreuses années, les gens avaient une certaine pratique. Les générations se sont succédées au niveau de ces organisations et certainement si on remonte un peu plus loin, que c'est peut-être des aînés qui ont passé ce témoin de la fraude à cette génération-là qui l'a perpétuée. Peut-être pas, mais c'est pas impossible.
Et donc, les gens, pour des raisons principales comme vivre au-delà de leurs moyens, donc s'offrent un certain moyen au-delà de ce qu'il faut, et pour pouvoir y arriver, donc, ils sont obligés donc, de procéder par détournement, par donc, cette manière de se faire corrompre donc, pour s'enrichir de façon illicite. Et c'est ce qu'on constate, malgré donc l'instauration de la criette, oui, qui au départ était vue comme je vais dire, j'allais appeler ça donc le système en place pour effrayer, pour faire peur à ces personnes-là qui commettent ces impairs-là. Ça n'a pas duré longtemps. On constate que malgré ces années d'emprisonnement qui copent ces gens-là qu'on présente à la criette, ça n'effraie pas véritablement. Les gens ne veulent pas se départir de leurs habitudes anciennes qui concernent la corruption, le détournement des fonds, et donc le mal persiste. Certainement que des solutions seront trouvées, et ça peut mettre le temps qu'il faut, mais étant donné que la lutte contre la corruption est engagée et que les dirigeants sont également résolument engagés dans cette lutte, à commencer par le chef de l'État, forcément ça peut mettre le temps que ça va mettre, mais le plus important est déjà d'arriver à dénoncer ces lignes de corruption, à donc arriver à révéler ces faits de corruption dans nos administrations, dans nos structures, et ça finira forcément par payer. D'accord. Alors, ça finira pas force payer, mais quand on aurait fini par dilapider tous les sous de l'État. Et s'il y a quelque chose, votre réaction d'abord pas à propos donc, de ces nouveaux dossiers, maintenant qu'on fasse le débat proprement dit sur donc, pourquoi la résistance ou la persistance du phénomène. Je pense que la corruption a une peau désertique, malgré tout ce que les différents gouvernants ont fait pour contrer ce phénomène. Et j'ai constaté qu'il continue, que le phénomène continue et les gens ne veulent pas abandonner. Nous avons suivi dans ce pays la marche verte contre la corruption. Ça c'est avec Boni Yahi. Oui, ça n'a rien donné. C'est après cette marche qu'il y a eu des problèmes de machines agricoles, tout ça là. Non, je me disais en son temps qu'à travers la marche verte, les phénomènes devaient être bannis de notre société. Mais j'ai constaté qu'avec l'arrivée même encore du nouveau gouvernement, du nouveau chef de l'État, les gens ne veulent pas abandonner. Sans ce sens, j'ai parlé de la corruption à une peau désertique, la peau dure, malgré tout ce qui est mis en place. Mon aîné vient de le dire, la criette. Et cet instrument de lutte contre la corruption, de façon générale, doit faire peur aux gens. Mais on constate que les gens persistent, ça ne leur dit rien. Alors, mais pourquoi cela persiste? Oui. On est tenté d'évoquer déjà quelques aspects. Je pense qu'il y a une structure déjà qui lutte contre le phénomène. Il y a des structures qui continuent de lutter contre le phénomène. Même des ONG qui sont dedans, la sensibilisation. Si les phénomènes persistent, ça veut dire, c'est comme la corruption est devenue un système inné aux Béninois. Je ne connais pas le cas du Togo ni le cas du Ghana, mais c'est inné. Parce que lorsque vous prenez les différents dossiers qui sont aujourd'hui sur la table, vous comprenez aisément que les gens ne veulent pas comprendre. Pour 4 ou 5 personnes, on détourne 260 millions d'argent de l'État. L'argent qui devait permettre de construire des hôpitaux, fournir de l'eau à la population. 5 personnes s'entendent et détournent ça. Je pense que c'est horrible. Le phénomène aujourd'hui, comment faire pour le contrer? Ça, vous avez demandé. Je pense que je regarde jusqu'à présent, malgré la criette qui ne connaît pas ni amis, ni opposants, ni mouvanciers, malgré tout ce que cette structure a fait, les gens continuent. Je pense qu'il serait difficile aujourd'hui qu'on puisse en sortir. Ça, vous avez dit que peut-être, quand on va finir de dilapider tout, on va abandonner. Mais est-ce qu'on va finir de dilapider tout d'abord? Parce que les gens vont en prison. Vous n'avez pas oublié les cas de beaucoup de personnes qui sont actuellement en prison pour problème de la corruption. Le maire comment on appelle, le maire de Caravi,
Vous voyez comment celui-là est avec le pouvoir en place. C'est l'un de ses bras droits à Calavi, mais il est actuellement en prison. Lorsque les gens voient tous ceux-là qui sont arrêtés, les Paul Hungué et Jean-Baptiste Hungué et Consort Bianzé, ils doivent se dire non, ces chefs de l'État n'ont pas d'amis, on doit abandonner. Voilà tout ce qui se fait et les gens ne veulent pas abandonner. Maintenant, est-ce qu'on va aller couper la tête? Est-ce que la politique favorisait le mal? En fait, le phénomène. Bon, je pense Est-ce que la politique... D'accord. Sinon, pour oui, moi, la politique ne favorise pas le mal. Bon, je vais prendre l'avis de Mouri d'abord. Est-ce que la politique favorisait ce phénomène? Le phénomène de la corruption, est-ce qu'il a été favorisé par la politique, par les acteurs politiques? La politique. Vous posez une question essentielle. Vous savez, si on doit remonter un peu plus loin, on a été habitué à une politique où c'était ceux qui avaient de l'argent qui devraient s'imposer. Et si vous êtes en politique, par exemple, vous devez avoir suffisamment de l'argent pour pouvoir vous imposer, pour vous faire respecter. Et vous savez bien combien un seul candidat était capable de dépenser lors des élections électorales, lors de ces campagnes électorales, même si on est arrivé à fixer, par exemple, pour les présidentielles à 1 milliard, les gens dépassaient cela largement, même pour les élections communales ou législatives, les gens dépensaient énormément. On se demandait d'où venaient toutes ces entrées de fonds à ces niveaux-là. Mais ce n'était pas que ceux-là qui dépensaient. Il y avait ceux qui les supportaient derrière, des gens qui portaient donc ces acteurs politiques-là qui devraient également amasser de l'argent et les supporter. Et est-ce que donc ce que ces personnes-là gagnent dans ce qu'ils font comme travail et tout, est-ce que ça suffisait pour donc dépenser autant d'argent? Et vous voyez le train de vie des gens qui roulent les grosses voitures, qui construisent des immeubles, qui ont des maisons à louer un peu partout, qui s'offrent un luxe incomparable. Donc, on constate que malheureusement, cette habitude qui a été cultivée les années antérieures où le train de vie dont parle le chef de l'État a été vérifié. Il a parlé de tonton qui est arrivé. Et le tonton, on sait combien le tonton peut gagner dans le travail qu'il exerce quand il est dans l'administration publique. Donc, quand je suis dans l'administration, j'ai un parrain, politiquement parlant. Oui, politiquement parlant, vous avez un parrain et vous avez redevance en quelque sorte envers ce parrain-là. Et donc, par conséquent, si vous trouvez des occasions pour vous laisser corrompre, des stratégies de détourner les deniers publics, vous n'hésitez pas. Et si vous êtes à côté de la caisse, vous usez de manigance pour pouvoir donc détourner les fonds qui ne vous appartiennent pas. Et donc ça a cultivé un peu ce phénomène et vous êtes même protégé quand vous détournez les fonds et vous alimentez les différentes personnes qui sont dans le système qui pourraient donc vous dénoncer, alors vous êtes bien protégé. Et ce phénomène-là a été pérennisé. Les gens ont pensé que peut-être on n'en finira jamais, les choses vont continuer ainsi. Et finalement, aujourd'hui, certains ont le dos au mur parce qu'ils avaient certaines habitudes, une façon de vivre, une façon de vivre au quotidien. Et finalement, ils voient maintenant qu'il y a la lutte contre la corruption qui a été déclenchée, mais ils n'y croient pas encore. Ils pensent quand même que malgré le système mis en place, ils pourront donc continuer par détourner les fonds, par siphonner les caisses de l'État, par vivre comme avant. Ils n'ont pas compris qu'il faut donc rapidement se ranger et comprendre que c'est une lutte effective qui a démarré. Alors, et finalement, ça nous amène là où ça nous amène. Oui, c'est par rapport à votre question de savoir est-ce que la politique favorise encore les phénomènes. Je répondrai d'une part oui et d'une part non. Oui, en quel sens? Nous savons qu'il y a des dossiers d'antan dont ces dossiers sont aujourd'hui fermés comme un couvent, personne n'en parle. Là, on peut dire, si certains continuent de détourner, c'est parce qu'il y a des dossiers peut-être
que les gens n'en parlent pas, parce qu'ils sont du côté du pouvoir en place. Non, mais avec ce dossier, c'est la justice. Oui, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas me dire que les dossiers PPA2, vous avez oublié. Qu'est-ce que la justice peut faire en ce moment-là? La justice a déclaré un lieu par rapport à ce dossier. Oui, le siège de l'Assemblée nationale, quand le nouveau chef de l'État, quand il est venu, lui-même, il a su qu'il y a de corruption là. Mais on ne sait pas à quel niveau se trouvent aujourd'hui les dossiers. Peut-être comme il y a des dossiers, et la plupart de ceux qui sont autour du pouvoir en place, on n'a pas pu trancher comme cela se doit. Donc, c'est dit, comme ils sont avec le pouvoir en place, je peux détourner aussi. Mais je dirais non, parce que vous devez comprendre que le chef de l'État actuel n'a pas d'amis dans ce domaine-là. Comment comprenez-vous qu'on puisse fermer ou bien qu'on puisse mettre en prison des gens comme Bada, Ouyeba Patrice, Bianzin, comment il s'appelle, Frédéric Bianzin, tous ceux-là étaient les chiens du roi, mais quels noms ils sont donnés. Oui, c'était les fous du roi, mais après ça a changé. Après ça, mais ils sont en prison. Les gens doivent savoir qu'on doit changer de mentalité. Et l'actuel chef de l'État qui est là, c'est pas que je suis là en tant que porte-parole ou bien c'est pour dire quoi que ce soit. Le chef de l'État actuel n'a pas d'amis dans ce sens-là. Ceux qui se donnent encore à cette pratique, je pense que ceux-là sont vraiment courageux. Je me rappelle un jour, un directeur me disait, le chef de l'État n'est pas dans mon bureau ici, hein, mais quand je vois sa photo, c'est comme il est avec moi. Donc s'il faut dépenser même 1000 francs, 2000 là qu'on donnait aux gens, je n'arrive pas à en donner. Ça veut dire que le chef de l'État a tout fait pour ancrer dans la tête de certains béninois, de certains cadres que non, c'est pas ce que peut-être vous faisiez mais ça, c'est le chef de l'État. Mais est-ce que les cadres qui sont autour du chef de l'État ont compris, en fait, s'inscrivent dans cette volonté, dans cette logique et dans cette fermeté? Parce qu'on en a vu lors des dernières élections qui ont fait beaucoup de boucans, beaucoup de campagnes au chef de l'État, mais qui aujourd'hui sont derrière le bureau ou derrière les gouffres. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État, dans sa vision... Est-ce que les cadres sont dans cette logique? Il faudrait d'abord comprendre qu'au départ, certains cadres ont pensé que c'était, comment dire, ils voulaient saupoudrer cette façon de dire qu'on veut lutter contre la corruption et ce serait au bout des lèvres, comme on a vu l'autre marcher contre la corruption dans la ville et qu'après rien n'avait suivi. Ils ont pensé qu'au départ que c'était ça. Mais le signal fort a été donné par déjà ces commissariats-là, des gens qui ont gardé par devant eux 70 000. Et à cause de ça, ils ont été radiés de la police. Qu'ils vous souviennent qu'on dénonçait ces frais-là qui étaient mis à leur disposition, ces frais de fonctionnement. Et il a fallu seulement 70 000 francs qu'un commissaire, par exemple, bouffe 70 000 francs, ou du moins qu'on ne voit plus la traçabilité de 70 000 francs et qu'il soit radié. Et après ça, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé par les directeurs d'école. Ces vivres-là, à cause d'un kilo de haricots, à cause d'un kilo. Quand vous parlez d'Atassi, certains ont dit, comme ils ont pris du riz, du haricot, de dire Atassi en même temps, au lieu de dire qu'ils ont pris du riz et du haricot. Donc, à cause d'un kilo de riz, des directeurs ont été donc sautés de leur poste. Et c'était des signaux très forts qui ont été donnés depuis le départ. Donc, je pense quand même que très tôt, les cadres devraient comprendre que, attention, le rythme change, donc la cadence devrait changer. Malheureusement, c'est comme s'il y a certaines personnes qui n'y croient pas encore. Cette affaire de lutte contre la corruption, ils n'y croient pas ou tellement ils peaufinent leur stratégie de corruption et de détournement au point où ils en font tellement confiance qu'ils se disent non, on ne peut pas, on n'arrivera pas à nous dévoiler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, malgré la volonté de Patrice Talon, par exemple, dans ce domaine, est-ce que ça reste une lutte vaine? Quel lendemain pour cette lutte-là? Parce que lorsque vous êtes dans des postes politiques, ou même dans l'administration, vous avez des promotions et autres, il n'y a que parfois vous avez des parrains, le système de parrainage, des parrains, tout, voilà. Et puis il y a aussi certaines grandes personnalités impliquées dans certains dossiers qui sont toujours dans l'entourage du bon, je dirais que il y a de gros morceaux qui restent encore. Quand vous parlez des affaires comme l'Assemblée nationale, vous parlez le siège de la corruption, affaire Saint-Saëns. Mais on voit derrière certaines personnalités. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que Patrice Talon fera ou est en train de faire ce qu'il... Et on voit et on lit effectivement cette volonté. Mais est-ce que
vu l'entourage, la complexité même du phénomène, la façon dont ça s'est ancré au niveau donc, des cadres purement techniques et administratifs que ceux qui sont les compétences politiques, est-ce que ça reste une lutte simplement utopique? Oui, je pense que le chef de l'État fait de son mieux. On ne peut point demander au chef de l'État d'aller de bureau en bureau. C'est pour cela qu'il y a des structures qui s'occupent de ces nids de corruption. Ce n'est pas le chef de l'État qui est le directeur de l'ORTB, dont nous parlons tout à l'heure, la douane de là-bas, d'où le chef d'État fait de son mieux. C'est des gens qui ne veulent pas changer. Et lorsque vous voyez cette lutte que mène le gouvernement, le chef de l'État, vous devez savoir qu'au-delà de tout, hormis les anciens dossiers dont vous avez cité tout à l'heure, hormis cela, en tout cas, il est en train de faire de son mieux. Parce que, prenez au moins Cotonou ici, jusqu'à Parakou, Nanditengu, avant comment nos bonnes dames souffrent. Lorsque vous allez prendre un produit vivrier pour vendre à Cotonou, c'est un calvaire, c'est un chemin de croix. À Dassa, Banté, partout, j'allais dire, vous devez payer quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Je pense que lorsque vous risquez même de donner de l'argent aux policiers, ils risquent de vous dire non, vous gardez votre argent. Or, avant, ce n'était pas ça. Vous pouvez avoir le papier, avoir tout en vous, on va vous réclamer quelque chose. D'où qu'on ne veut pas, les chefs de l'État faire de son mieux, mais ceux qui sont autour de lui, c'est ceux-là qui ne veulent pas changer. Et lorsque vous voyez votre chef faire de son mieux, vous devez limiter. Sinon, comment comprendre les dossiers à NAT aujourd'hui 13 milliards. Regardez les fonds, ce n'est pas les chefs de l'État qui vont avoir ça. 13 milliards, c'est oui, énorme. Mais il est en train de mener aussi une lutte qui est, je pense que c'est bon, mais pour intensifier. Sans corrupteurs, sans corrompus. Il faut que ceux qui corrompent là aussi, on puisse les arrêter désormais. Lorsque vous prenez le dossier de Ila Kondi, ils ont dit, il y a comment on appelle ceux-là, qui travaillent avec eux. Les oui, non, ce n'est pas les clébés encore. Il y a ceux qui font des structures là. Les transitaires qui sont impliqués. D'où c'est les gens aussi qui les amènent à être corrompus. Lorsque vous allez faire votre travail, vous finissez réclamer les pièces justificatives. Mais les gens n'arrivent pas à réclamer. Et c'est pour ça que le phénomène persiste. D'où je pourrais dire que les chefs de l'État font de son mieux. Mais c'est ceux qui sont autour de lui là qui ne veulent pas changer. Par quelle manière il peut encore faire? Il y a la criette qui est là. Donc, la criette agit comme il n'a pas d'amis, n'a pas... Finalement, un régime de l'entourage ne oui, change c'est pas, l'entourage. Oui, on ne peut pas dire que l'ancien chef de l'État aussi était mal dans ce domaine-là. L'ancien chef de l'État fait de son mieux, mais les gens ne veulent pas comprendre. D'où je pense qu'on va changer encore des systèmes. Par quelle manière? Ce n'est pas la base désormais. Il faut qu'on sensibilise nos enfants que le bien de l'État, ce n'est pas pour quelqu'un. Ça commence par là toujours. Lorsque vous allez à l'école, il faut qu'on commence par dire à nos apprenants, à nos enfants que non. Lorsqu'on vous dit ceci, c'est pour l'État. L'éducation, morale, civique, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Bien sûr, vous allez me demander, est-ce que ceux qui voient aujourd'hui là n'ont pas reçu ces notions-là? Ils ont reçu, mais ils n'en font pas application. D'où à travers la lutte que le chef de l'État est en train de mener actuellement, ils doivent savoir aussi que les rythmes ont changé et on doit tout faire pour suivre la même marche. Sinon, c'est un peu du problème, cher doyen. La corruption n'est pas seulement une affaire du chef de l'État, c'est l'affaire de tous. Et vous avez parlé de ces personnalités-là qui sont dans l'entourage du chef de l'État et vous avez évoqué un certain nombre de dossiers. Et par rapport à ces dossiers-là, si les Béninois continuent pas à se référencer donc à ces dossiers-là et ils se disent peut-être, mais il y a des noms qui ont été cités dans ces dossiers-là qui peut-être sont encore là, debout, qui n'ont pas été interpellés dans ces dossiers-là. Voilà. Alors, eux aussi, ils peuvent donc persister dans ce phénomène de corruption. Mais ces gens-là se trompent parce que les dossiers dont nous parlons n'ont pas eu lieu sous ce régime-là. Et si ce régime décide de ne pas donc tirer la ficelle par rapport à ces dossiers-là, on ne peut que prendre acte. Et savoir qu'on doit pouvoir avancer. Ils disent qu'eux, ils déclenchent la lutte contre la corruption. Et l'équipe en place, qui est des gens qui ont été cités auparavant et des années dans des dossiers, toute l'équipe en place, c'est une lutte collective qui a été déclenchée. Lorsque vous dites que les dossiers ne changent pas, mais l'État a une continuité. Lorsque vous dites pour montrer la tout à fait, franchise c'est là je venais. Lorsque vous dites que les dossiers oui, mais est-ce qu'on devrait attendre qu'on nous éclaire sur ces dossiers avant donc de suivre le pas en ce qui concerne la lutte contre la corruption? Pourquoi on n'en a pas besoin. Mais écoutez, en fait, c'est des dossiers qui sont plus costauds. En fait, quand le maire a pris service en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'audit. Il a conclu qu'ici, je parle du maire de Ouida, il a fait l'audit, il s'est rendu compte qu'ici, il y a malversation. Comment on va faire? Et ceux-là ont été en même temps gérés
par des structures qui peuvent les traiter. Mais lui, il est venu aussi, comme il a vu qu'il y a déjà des dossiers, à mon humble avis, il devait commencer par ces dossiers-là. Peut-être c'est ça qui fait que les gens persistent aujourd'hui. Lui, là, tes dossiers, il est encore avec le pouvoir, ils mangent ensemble, ils font la politique ensemble. Moi-même, je vais essayer. D'où, pour moi, tel que vous êtes en train de dire là, le maire qu'il entame aussi avec ces dossiers-là. Si c'est la justice qui doit le faire, que cette justice-là n'a qu'à commencer avec les anciens dossiers-là. Là, on saura qu'il oui, surtout le dossier du Conseil de l'Assemblée nationale. Oui. Encore que l'État est obligé aujourd'hui de faire des démarches pour qu'un autre siège soit construit. Avec l'argent du contribuable. Les démarches sont en cours, on a vu donc, au cours de la semaine, par exemple, la visite de chantier et du terrain par donc, le président de l'Assemblée nationale et un certain nombre de personnes. Alors, regardez à peu près ça. Alors qu'il y a un dossier, un grand dossier de corruption, on n'a pas fait la lumière. On n'a pas fini de faire la lumière par rapport à cela. Voilà, donc on pourrait, au regard de vos arguments apportés, dire quand même que peut-être c'est des éléments qui encouragent certains à dire qu'ils peuvent se permettre donc de continuer sur l'élan de corruption qu'ils avaient ou de détournement qu'ils avaient. Mais ils doivent savoir qu'ils ne seront pas à l'abri. Quand ces dossiers-là seront révélés au grand jour, ces personnes-là vont répondre devant la justice. On n'attendra pas de régler les problèmes, de révéler les gros dossiers avant eux de les prendre en charge, et c'est ce qui se passe. Aussitôt, ces personnes-là sont interpellées. Mais après tout, il faut, Mori Agua et Isiaka, il faut quand même saluer aussi le courage de ce régime, de Patrice Talon, surtout ce régime, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de dossiers révélés. Oui, c'est ça, il y a de dossiers révélés. Et ça, il faut saluer le courage. Oui, c'est ça, il y avait déjà dit, le chef de l'État, à travers son gouvernement, sont à remercier. Parce qu'avant, il y en avait. Mais ce n'est pas aussi criard, c'est pas aussi... Bon, il y en avait, mais les gens ne dénoncent pas comme ils le font actuellement. Sinon, ceci pourrait passer c'était dans un autre régime. Et les dossiers ANAT pourraient passer. Parce que les dossiers ANAT aussi, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas en 2016 seulement. C'est les dossiers qui existaient. Mais on fermait les yeux sur ça peut-être. D'où il faut saluer le courage du chef de l'État de mener cette lutte-là contre la corruption. Au-delà de tout, il fait de son mieux. Mais il reste encore à faire. Tant qu'il reste à faire, rappelez-moi rien n'est fait. Oui. Sinon, si tout est fait, on n'allait pas assister à ces détournements au niveau de la douane. On parle de 13 milliards actuellement au niveau de la NAT. On parle de 260 au niveau de l'URTB. Je vais parler dans ce sens, nos confrères, dont je salue au passage. Ici, à Kakochonou. Non, il a dit qu'il n'ira pas dans ce sens. Et c'est mieux même de parler dans ce sens ici à Kakochonou. Merci à vous, ici à Mori Agua. On poursuit dans l'analyse, on change maintenant de registre, on change de sujet carrément. On parle maintenant santé. Anno Mori Agua, voilà. La Covid-19, la vaccination. Oui, ce n'est pas seulement au Bénin, la réticence, les polémiques autour de la vaccination contre la Covid-19, c'est partout. C'est partout. Alors, est-ce qu'on doit apporter de crédit à tout ce que nous voyons, nous lisons sur les réseaux sociaux à Mori Agua? Parce que tout se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si les gens développent aujourd'hui ces réticences, cette résistance à la vaccination, c'est sur les réseaux sociaux. Avant de revenir à votre question qui est fondamentale et qui est très importante, faut-il accorder de crédit à tout ce qui se dit, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux? Il faut d'abord comprendre que c'est un mal, la Covid-19, qui a surpris tout le monde entier. On ne s'y attendait pas du tout et ce mal-là s'est révélé au monde, a attaqué, a tué des milliers, plusieurs millions de personnes aujourd'hui, et donc on ne s'y attendait pas du tout et c'est tombé sur notre tête. Et c'est vrai que en Afrique, nous n'avons rien inventé jusque-là, on n'a rien inventé comme vaccin, mais les autres pays qui en ont la capacité, par exemple, ont donc cherché, compte tenu de la dangerosité du mal, à trouver rapidement
un vaccin pour pouvoir donc se protéger contre le mal. C'était le souhait de beaucoup de gens vu l'ampleur que prenait donc cette maladie-là, les morts par centaines. Les gens avaient souhaité qu'il y ait des vaccins et donc ces vaccins-là ont été trouvés et ça devrait donc servir à protéger les populations contre cette maladie. Malheureusement, nous avons constaté que sur les réseaux sociaux, pendant que les autres pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, d'autres pays comme les États-Unis donc invitent leur population à aller se faire vacciner. Et la France, par exemple, qui a mis en place un système sanitaire comme le pass sanitaire qui oblige donc ses fils à aller se faire vacciner, à accéder aux lieux publics et grâce au vaccin, parce que c'est celui qui se fait vacciner qui a le pass sanitaire qui doit accéder aux lieux publics, qui a le pass qu'il faut pour circuler donc sur le territoire Schengen, donc compte tenu du vaccin inoculé. Et finalement, pendant ce temps, les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'au Bénin, vous l'avez dit, ailleurs, il y a même des Français même qui sont contre le vaccin. Donc on va les appeler les anti-vaccins. Les anti-vaccins qui donc font enfler la polémique sur les réseaux sociaux. Et tous les jours, quand vous lisez, vous avez pratiquement peur, compte tenu de ce que vous lisez, compte tenu des personnes donc, qui portent donc les arguments qui viennent justifier le fait qu'il ne faudrait pas se faire vacciner ou se faire vacciner. Vous entendez tellement de choses au point où vous vous demandez, mais que faut-il faire au juste? Faut-il se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner? Pourtant, les autorités montrent l'exemple. Pourtant, les autorités montrent l'exemple. On le voit, on l'a vu sur cette image avec le chef de l'État même, le ministre de la Santé, la ministre des Affaires sociales également. On a d'autres cadres, le président de l'Assemblée nationale qui s'est fait vacciner. Et donc, pour montrer la voie à suivre aux populations, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui détiennent ces téléphones portables-là qui peuvent leur permettre d'aller sur les réseaux sociaux, surtout WhatsApp, et de voir, de lire les informations, d'écouter des audios, de voir des images. L'on dit que des personnes se sont vaccinées, sont décédées, mais jusque-là, il n'y a pas de voix autorisées, des voix vraiment autorisées qui sont sorties pour confirmer ces phénomènes-là. On nous a dit qu'il est possible que, avec la nouvelle technologie, que l'information soit manipulée sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ne nous posons pas la question sur le fait que est-ce que les informations sont manipulées ou non? Et nous voulons forcément aller dans le sens qui nous arrange. Pour quelqu'un qui ne voulait pas faire le vaccin, s'il voit des arguments qui vont contre la vaccination, et évidemment, voulez-vous qu'il fasse comment? Il va donc se cramponner à ces arguments-là pour décourager les autres. La vie est individuelle et je pense quand même que, étant donné que des gens, des autorités ont montré le chemin à suivre et que l'on nous dit que c'est le moyen le plus efficace de nous protéger aujourd'hui, il va falloir y aller et d'arrêter de croire en ces polémiques que nous voyons circuler sur les réseaux sociaux, parce que au-delà de ces vaccins-là, qu'est-ce que les réseaux sociaux proposent? Qu'est-ce que les réseaux sociaux proposent pour, à défaut de faire le vaccin pour lutter contre la COVID-19, ils ne proposent rien. Ces réseaux sociaux ne proposent rien et donc je pense quand même que la meilleure façon, c'est de se décider et de prendre la meilleure option, d'adopter la meilleure option. Oui, je l'avais dit ici, je ne sais pas quel avantage un gouvernement pourrait avoir d'inviter à sa population à aller se faire vacciner, sachant bien sûr que ces vaccins ont des conséquences. Donc, tout ce qui se dit sur votre question était est-ce qu'on peut accorder des crédits aux réseaux sociaux? Je crois que les acteurs, les activistes ou bien les bonnes dames, la jeunesse, tous ceux qui publient ces informations-là, ils savent ce qu'il en trouve. Mais ce que moi je sais est que le gouvernement ne peut jamais accepter qu'on nous inocule un produit qui aura des conséquences sur nous. À travers les réseaux sociaux, vous apprenez que lorsque quelqu'un il a fait 3 jours, il est décédé. Il y a même des experts qui disent lorsque vous prenez 100 francs ou bien quelque chose d'aimanté, vous faites l'essai, ça colle à votre corps. Je pense que tout ça là, excusez-moi beaucoup, c'est des blabla. Je suis sûr que
des chefs de l'État des chefs d'État partis à travers son gouvernement ne peut jamais accepter, ne peut jamais permettre à ce que nous prenions des vaccins qui vont nous créer des conséquences dans le temps et dans l'espace. Ça, les commentaires ont fait que beaucoup disent j'attends 2 ans avant d'aller me faire inoculer le vaccin, j'attends 3 ans d'abord avant d'aller, et d'autres vont faire avant que moi je ne vois. Je pense qu'on ne doit pas considérer tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On doit faire confiance au gouvernement. Cette semaine, je pense que le préfet aussi, le préfet de l'Atlantique ici où nous sommes, a pris son bâton de pèlerin et allé se faire vacciner. Le préfet du Borgou et de la Takora, beaucoup ont fait. Ces autorités-là, comme le président de l'Assemblée nationale, beaucoup ont fait. Est-ce que ceux-là aiment mourir? Si nous tous nous allons mourir, est-ce que ceux-là veulent mourir et ils sont allés faire? Donc ça doit nous montrer déjà que c'est quelque chose de sérieux. Et vous apprenez au jour le jour des décès. Restez au bord de la voie, là vous allez voir comment les ambulances là passent. Soit c'est pour aller à l'ADA, soit c'est pour aller au cimetière. Et on entend tout ça là, ça ne nous dit rien. Et on considère ce que les réseaux sociaux disent. Ce que les gens peuvent rester dans leur chambre et manipuler, écrire. On accepte ça et on laisse ce que le gouvernement, nos dirigeants disent d'aller faire. Mais vous acceptez ce que quelqu'un fait. Désormais, ils ont commencé même pas à manipuler aussi les choses en fond, en Dendi, en Yoruba, pour que ceux qui ne comprennent pas la langue française puissent comprendre en les invitant à ne pas aller se faire vacciner. Je pense que ce n'est pas trop bien. Et c'est ça, mon doyen dit, la santé de l'homme est individuelle. Si quelqu'un veut, c'est moi mon point de vue et ça n'engage que moi. Si quelqu'un veut, il peut aller faire. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Et vous laissez, vous subissez les conséquences. Si vous allez faire, peut-être ça va vous protéger. Parce que, c'est ça, le doyen toujours a dit, nous n'avons pas encore vu aussi nos chercheurs, nos médecins faire une sortie officielle pour dire c'est ceci qui est bon, c'est ceci qu'il faut accepter. Même si nous savons que dans les États, et comment on appelle, à l'international, eux-mêmes ont des difficultés pour détecter le meilleur produit. Mais il faut que nos dirigeants aussi puissent aller vers nos médecins, nos chercheurs pour nous dire, ah, chers Béninois, quand nous allons faire notre analyse, il faut cette complexité, en fait, cette attraction ou ces divergences de point de vue, de procédés, de théorie ou de démonstration scientifique autour du vaccin, pas d'abord du vaccin, autour même du virus, mais ensuite du vaccin qui explique aujourd'hui tout ce que nous voyons, tout ce qui circule et tout. Je vous comprends, Corneille Aïssé, je suis parfaitement d'accord avec vous, qu'il vous souvienne qu'au départ, qu'à l'avènement de cette maladie, qu'il y a eu des polémiques par rapport à la chloroquine. Faut-il utiliser la chloroquine ou non? Et donc, sur les réseaux sociaux, on a suivi un docteur, un éminent professeur qui a donc dit que oui, c'est ce qu'il faut, voici les doses qu'il faut. Et puis, il y a d'autres qui ont dit jamais. Un pays qui a dit non, on ne peut pas utiliser la chloroquine, jamais. Et il y a eu ces polémiques-là. C'est des éléments. Déjà, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? La suspicion. Finalement, c'est la chloroquine là qui a été rejetée. C'est à cela que les gens sont revenus. Et vous savez, l'humain, quand vous semez un peu de doute dans sa tête, vraiment, vous le perturbez, vous le déstabilisez. Et donc, étant donné que dès le départ, il y a eu ces problèmes-là et que les scientifiques n'ont pas réussi à s'entendre sur un point de vue commun et à nous dire, voilà, selon la science, voici le sens dans lequel nous devrions aller. Et ça fait peur aux gens. Les gens se disent, ah, si c'est ça, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, le doute-là qui a été semé dans le cœur des gens fait qu'aujourd'hui, d'autres personnes mal intentionnées profitent de ces failles-là aujourd'hui pour donc enraciner ce doute-là dans le cœur des humains dans tous les pays pour dire que non, il ne faudrait pas aller faire le vaccin. Ce vaccin-là n'est pas bon, c'est l'autre qui est bon, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il ne faut pas. Et donc, si au départ, tous les scientifiques s'étaient déjà entendus pour dire voici le chemin à suivre, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas devant cette situation où certains doutent, faut-il aller faire le vaccin ou pas. Donc, je pense que vous avez pleinement raison. Votre question est bien fondée par rapport à cela et je pense que c'est notamment ces raisons-là qui ont fait que le doute persiste aujourd'hui. Il y a donc en fait, cette divergence au point de vue scientifique, mais il y a aussi la concurrence des laboratoires.
Oui, il y a plusieurs vaccins sur le terrain, Johnson & Johnson, AstraZeneca, puis Pfizer, le vaccin Sinopharm, beaucoup de vaccins, et derrière tout ça, des laboratoires, et derrière ces laboratoires, des films, des pays, des puissances. Je disais, quelqu'un me disait la fois dernière que c'est devenu une guerre commerciale. Chacun tire le drap de son côté. C'est moi qui ai le meilleur produit, c'est moi qui dois. Et c'est ça qui conduit toujours à ça. Quand le mal est arrivé, la Chine a fabriqué pour lui. Il y a l'Inde qui en a. Il y a la Suisse qui a fabriqué aussi. Chacun fabrique pour lui et chacun se dit, voilà, et c'est pour moi qui est meilleur. Le plus souffrant, ce sont les pays africains qui n'ont pas encore fabriqué quelque chose. Ça veut dire quoi? Nous, on nous envoie seulement des produits et nous utilisons. Il y a ça aussi qui contribue à cette polémique-là. Si même avant de choisir le produit de tel État, et on nous disait, voilà comment ça s'est passé, c'est le meilleur. Quand on en fait, il y a tel jour, ça a donné tel. Là, on pourrait faire aujourd'hui confiance. Donc aujourd'hui, c'est une guerre commerciale où les gens attirent le drap de leur côté. C'est pour moi qui est meilleur, c'est pour moi qui est meilleur. Maintenant, le gouvernement du Bénin, puisque nous sommes au Bénin, le gouvernement du Bénin ne peut pas aller faire un mauvais choix. C'est ça, on doit se dire aussi. On ne peut pas aller faire un mauvais choix. Le choix qui est fait aujourd'hui par le gouvernement, je pense que c'est le meilleur choix, le choix qui nous convient. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont encore les doutes à aller se faire vacciner. C'est ça, nous avons dit ici la fois dernière, la mort commune n'affecte pas. Si tout le monde peut aller se faire vacciner, je pense que et si on doit mourir, on va nous tous, que individuels. D'où c'est l'occasion de dire aux citoyens béninois, à la population, d'aller se faire vacciner. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si qu'on a ici, l'a déjà fait, ou bien mon doyen l'a déjà fait, ou bien ça aussi, dans le doute, je ne sais pas. Mais moi, j'en ai déjà fait. Et je suis en bonne santé, je n'ai même pas encore eu mot de tête depuis que je l'ai fait. Rassurez-vous, vous ne sommes pas dans le doute. Ah non, Moriagua. Oui, il faut également donc saluer ce travail qui se fait par le gouvernement béninois, parce que nous apprenons que quand même au niveau, par exemple, du site de Kalavik-Bota, qu'il y a débordement. Ça veut dire quand même que les gens ont compris qu'il faut sortir. Ils n'ont pas autre alternative. Si on vous propose, les réseaux sociaux vous proposent, voici les dangers que vous courez si vous allez vous vacciner, et qu'on ne vous propose pas d'autres alternatives pour vous protéger contre le mal, vaut mieux vous tenir compte à ce que vous avez à portée de main, qui est le produit, qui est le vaccin. Donc, il faut y aller. Les gens ont compris et sortent et vont se faire vacciner. Et je pense quand même que beaucoup vont donc aller se faire vacciner pour que nous ne puissions pas enregistrer l'hécatombe comme l'ont prédit certains pour l'Afrique il y a quelques mois. Et puis aussi au Bénin, quand même, il faut saluer aussi la riposte, l'organisation autour, même si les centres de traitement connaissent un peu le débordement ces derniers temps, il y a quand même la réaction prompte des autorités ici à Kakoutchouli. Oui, je pense qu'à ce niveau aussi, comme vous l'avez dit, il faut saluer le gouvernement qui, au-delà de tout, au-delà de la résistance des populations à aller se faire vacciner, persiste. Parce que c'était un autre gouvernement, il pouvait dire non, on informe les gens, on les sensibilise, rien ne marche. Pourquoi se peiner encore? Malgré tout cela, ce gouvernement continue de sensibiliser et de Sandarada, hier, je viens de demander hier où ils ont monté carrément que tout est déjà rempli, il y a débordement. Et le gouvernement a pris d'autres mesures aussi qui permettront d'une manière ou d'une autre de pouvoir recadrer les autres qui viennent ou bien d'aller les déposer quelque part pour pouvoir aussi les traiter. Donc c'est à l'actif de pouvoir en place et il ne faudrait pas qu'ils se fatiguent. Et ce sont ceux qui avaient déjà alerté qui ont fait que la population aujourd'hui est résistante et est réticent à aller se faire vacciner. Je crois que d'ici à là, tout le monde sera informé et je n'avais même pas eu l'information que mon doyen vient de donner, des cas de quota, qu'il y a déjà débordement, les gens vont se faire vacciner. Ça a commencé par marcher. Avec un peu de courage encore, voilà. Avec un peu de sensibilisation et du courage, je pense que tout le monde sera vacciné. Surtout que c'est la veille de la rentrée aussi, c'est l'occasion d'inviter les enseignants aussi à aller se faire vacciner parce que c'est eux qui sont devant les apprenants. Prenez un enseignant qui a le mal et il est devant les apprenants, c'est une façon de les contaminer. D'où c'est l'occasion aussi pour eux, puisqu'on est en vacances, ils pourraient profiter à aller se faire vacciner, ce serait bon. Je voudrais ajouter quand même que nous voyons bien qu'en Europe,
et ailleurs, le championnat de football a repris. Si je prends le cas de la France, vous avez vu comment les stades sont désormais pleins et c'est sur exigence. Si vous ne vous vaccinez pas, vous n'avez pas accès au stade. Et je pense que c'est seulement par cette précaution-là que les activités peuvent reprendre. Au Bénin, ici, on nous apprend que le président de la Fédération de football exige aux acteurs sportifs de se vacciner. Et s'ils ne se vaccinent pas, comment pouvons-nous amorcer le championnat de football? Nous ne pouvons pas. Comment les gens pourront donc sortir pour aller au stade? Parce que certainement, s'ils demandent aux acteurs d'aller se faire vacciner bientôt, les exigences dans les stades seront sur présentation de la preuve de vaccination. Et sinon, la vie va s'arrêter, on ne pourra plus rien faire. Et je pense qu'il faudrait donc faire le bon choix et avancer. Le dernier sujet maintenant avant de boucler, pour le compte d'aujourd'hui, forum de la rédaction, le cas de l'inondation de la route inter-État Cotonou-Niamey à hauteur bien sûr, de Clodibé, justement, où après quelques pluies, depuis plusieurs mois déjà, la route est complètement inondée, difficile de circuler. Aujourd'hui, c'est dans un état de dégradation. On peut avoir peut-être quelques images, voilà. Ça, c'est en début de cette semaine, à Nomoriagua, ici à Kakoshoni. Ces images ont été prises en début de semaine. Vous avez vu, les pluies d'il y a 3 ou 4 jours ont encore fait revenir l'eau sur la route inter-État. Et ça, sur ces images, le phénomène est un peu plus, disons, un peu plus, non moins important là maintenant. Parce que juste après la pluie, c'est pas du tout possible de circuler. Que ce soit véhicule gros porteur, moto, c'est encore plus difficile. Alors, ce qu'on ne comprend pas, ça fait quand même plusieurs mois que la situation perdure. Et ça a commencé déjà à dégrader le bitume au niveau donc, de cette route-là. Alors, on voit quand même les autorités circuler presque tous les jours. C'est la seule route qui relie le nord et le sud. Alors, elles sont restées sans réaction. Comment peut-on comprendre cela? Oui, pour une infrastructure assez importante, comme une route inter-État, qui soit dans cet état. Oui, je crois que ce n'est pas en toute situation qu'il faut faire médecin après la mort. C'est une voie inter-État, on a dit. À travers cette voie, vous quittez Cotonou, vous pouvez aller à Niamey, vous pouvez aller au Burkina, vous pouvez aller même sortir jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais que cette voie-là demeure à ce lieu-là, précisément à Gomé, et je pense que ce n'est pas du tout bon. Si c'était une voie un peu non circulaire où les autorités ne passent pas, cela pourrait être comprendre. Mais prenez les cadres qui sont du nord, excusez-moi beaucoup, bien qui vont au nord, lors des tournées. Lorsqu'on dit je vais en tournée, c'est souvent vers le nord, on va, mais qu'on passe par l'eau là et personne n'en parle. C'est dans un arrondissement donné. Quelle est la réaction du chef de cet arrondissement? C'est dans une mairie donnée. Quelle est la réaction de ce maire de la commune? Quelle est la réaction des autorités de la commune? Je crois que c'est déplorable. Lorsque vous voyagez et vous tombez à ce lieu-là, c'est étonnant et c'est une déception totale. C'est toujours l'argent du contribuable. C'est l'aspect-là que moi je regarde souvent. Regardez comment cette voie-là est. Imaginez que lorsqu'il pleut, vous êtes en pluie même et vous arrivez à ce niveau-là, c'est comme l'eau va vous emporter. C'est des gosses d'eau un peu partout. Les gosses d'eau vont jusqu'à Kassatou, jusqu'au niveau de la mairie d'Akassatou. Et tout le monde voit, on ne dit rien. Maintenant, à qui incombe la responsabilité? J'accuserai toujours l'autorité, l'État, le ministre des Travaux publics, parce que je suis sûr que le ministre ne pouvait pas dire qu'il ne sait pas qu'il y a cette voie-là qui est gâtée à cet endroit. C'est comme le cas de Tchérégbé. Lorsque vous allez un peu à Dassa, je pense avec le cri de cœur des populations et des dénonciations, la voie est réparée à ce niveau-là désormais. C'est le cas ici aussi, où vous voyez chaque jour, chaque matin, des autorités qui quittent à l'Ada, où se coupent à l'Obourou et passent par là, et on ne fait rien. Je crois que c'est l'occasion de réparer cette voie-là à ce niveau, afin que le bien qu'on a dépensé sur cette voie à ce niveau-là puisse être bénéfique pour nous. L'eau stagne non seulement sur la route, mais également au niveau des maisons environnantes et tout autour. Mais malheureusement, à Nomoriagua,
la voie n'était quand même pas dans cet état. Malheureusement, ça fait plus de 7 ans que nous pratiquons cette voie au quotidien et elle n'était pas, la dégradation à ce niveau, elle n'était pas dans cet état. Voilà. La dégradation est prononcée de l'autre côté. On voit ceux qu'ils ont installés comme terre-plein et qui s'en va déjà. Et donc celui qui circule peut facilement tomber dans ce ravin-là et ça peut être un objet d'accident. Et voilà ce que les populations vivent, alors que tout récemment, les mêmes autorités des infrastructures, des travaux publics ont pris une décision pour demander aux citoyens, pour les protéger, d'utiliser donc la voie qui passe de l'autre côté, la voie en terre battue. Et pendant qu'il pleut et que l'eau stagne, par où ces personnes-là devraient prendre, ces motos-là, motocyclistes, ces cycles-là devraient prendre. Et c'est la réalité dont nous parlons, c'est la réalité dont nous parlons au quotidien. Avant de prendre les décisions, il va falloir prendre les dispositions et préparer le terrain pour que ces décisions-là soient exécutées. Si vous ne préparez pas le terrain et si vous ne prenez aucune disposition, aucune des décisions ne seront exécutées, puisque les populations se trouvent confrontées à des difficultés et c'est de cela que nous parlons. Vous demandez aux populations d'emprunter la voie en terre battue, alors que quand il pleut, le bitume, la voie principale même est coupée complètement par l'eau. L'eau rentre dans les maisons et pour circuler, il faudrait attendre que ceux qui arrivent de Akassato passent d'abord parce que ces personnes-là ne veulent pas passer dans l'eau parce que l'eau remplit complètement le goudron. C'est par chance si vous êtes à moto que vous arrivez à traverser l'eau sans que votre moteur ne se coupe. Et cela se répète chaque fois quand il pleut. Et on ne comprend pas le mutisme total de nos autorités. Aucune de ces autorités n'a effectué une descente sur le terrain et on constate que cela a perdu. Et quand il pleut, à chaque fois, c'est le même phénomène que nous observons. Alors, que font alors nos cadres dans l'administration? Lorsque les problèmes se posent et qu'on laisse et ça se dégrade davantage, et c'est quand le phénomène s'empire maintenant qu'on commence à courir de gauche à droite. C'est ça, il était en train de dire que ce n'est pas à toute occasion qu'il faut faire médecin après la mort. Au commencement, si on avait déjà réparé cette voie, je pense que ça n'allait pas être à l'état. Il faut le dire aussi rapidement, savoir qu'est-ce qui explique l'accumulation justement de l'eau. La stagnation de l'eau sur la route à ce niveau. C'est simple. L'eau ne trouve plus d'exutoire, l'eau ne trouve plus le couloir pour pouvoir aller dans le réceptacle naturel. Il y a beaucoup de cadres dans l'administration, des techniciens qui peuvent descendre pour pouvoir étudier le terrain et savoir ce qu'il faut faire. Peut-être que le réceptacle naturel d'eau qui existait quand on faisait cette voie n'existe plus parce que quelqu'un a déjà érigé un bâtiment sur le lit de l'eau, là où l'eau il doit forcément avoir une explication. Oui, il doit avoir une explication. Parce que c'est un phénomène qu'on n'observait pas il y a 4 ans. Donc, je pense que les techniciens, on doit faire dépêcher des techniciens qui dorment dans les bureaux sur le terrain pour qu'ils viennent évaluer et voir ce qu'il faut à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut rapidement faire un caniveau ou chercher là où il faut évacuer l'eau? C'est des solutions à trouver. Mais j'ai fait aussi à ce niveau-là. Dans un pays responsable, c'est des actes qu'il faut poser pour permettre aux populations de mieux s'en sortir. Je ne suis pas un technicien, mais il faut reconnaître aussi qu'à ce niveau-là, il y a la dépression là qui vient à ce niveau de gauche comme de la droite. D'où, selon moi, si on pourrait aussi creuser un plan où on pourrait faire un petit ponceau là. Vous relevez un peu la route. Merci Siaka Kouchouni. Tout ça, c'est de l'argent. Pendant que les gens détournent les sous-13 à la natte, les populations vivent cette difficulté-là. Sur la 102.3 Diaspora FM les vendredis à 18h et sur Eden TV vendredi à 21h. Au revoir. Bye, check.